Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour la 9e fois. Donc, très belle réussite de ce congrès. C'est toujours un plaisir de venir ici, même rapidement cette fois-ci, parce qu'il y a l'IFTM, mais quand on voit qu'il y a plus de 800 personnes, c'est vraiment une réussite exemplaire qui tient aussi à la qualité et à la bonne humeur de ce congrès où des choses en même temps sérieuses circulent. Voilà, j'ai mon temps de parole donc défini, j'ai la montre sous les yeux. Je vais vous parler effectivement des chiffres, des derniers chiffres de cette année, avec une évolution sur plusieurs années. Tout d'abord, quelques mots d'ailleurs sur le tourisme, on en parlait tout à l'heure. Alors c'est intéressant de voir que le mot tourisme vient de l'anglais, c'est faire le tour, c'est voyage circulaire. Il y avait déjà du tourisme sous le temps de Louis XIV, avec des voyages plutôt gastronomiques. Et qu'après, il y a eu le fameux voyage, le livre de Stendhal sur le voyage, sur le tourisme en 1838. Et en 1841, Thomas Cook qui a ouvert une agence de voyage en Angleterre. Donc, on voit que Thomas Cook ne va pas très bien aujourd'hui, mais bon, voilà, il a été en tout cas précurseur de ce lancement. Et au-delà du voyage circulaire, en fait, on est arrivé à du voyage d'agrément, puisqu'au début, c'était réservé au désœuvrement. Et plutôt à des choses utilitaires. Donc vous voyez, et la grande explosion, juste en quelques minutes, mais c'est intéressant, c'est quand même les congés payés en 1936, avec les 30 Glorieuses derrière, qui ont véritablement développé le tourisme de masse dont on parle pendant ces 2 jours. Voilà. C'est toujours intéressant de voir, donc l'origine anglaise. Alors, le baromètre, quelques petits mots sur la méthodologie, c'est important. Quand on essaie de mesurer le e-tourisme, il faut s'adresser et interroger la population française. Et la population française n'est pas entièrement internaute. Il reste toujours une fracture numérique de ce côté-là, qui s'amenuise avec le temps, fort heureusement, mais il y a toujours une partie de la population qui ne l'est pas. Et surtout des différenciations au point de vue revenu. Donc nous, on va chercher les gens à domicile avec des enquêteurs professionnels qui vont, donc, sur la base de quotas croisés, sexe, âge, région, CSP, taille de la commune, et donc vont chercher les gens qui correspondent au profil de Français représentatifs de la population de 15 ans et plus. Voilà donc la méthodologie, ça dure 2 mois, c'est janvier-février, et donc voilà, c'est un travail évidemment de longue haleine, et ça permet d'être chez les gens, aucun mensonge possible, le contrôle évidemment du profil des gens, et puis un dialogue qui est quantitatif évidemment, parce qu'on pose une centaine de questions, mais aussi qualitatif, parce qu'on recueille énormément de réponses ouvertes de la part des gens qui sont interrogés, dans ce qui apporte aussi tout le qualitatif, qui est vraiment important pour expliquer, comprendre. Et pourquoi finalement ce travail? Parce qu'on entend toujours un peu partout les Français, ça, et moi j'ai vu que, etc. Ça permet finalement de cadrer les données, de savoir où on va. Voilà l'utilité de ce travail. Donc on va tout de suite attaquer sur... alors je sais que la barre est de plus en plus haute chaque année, hein, c'est comme au nom de la Villénie, il faut upgrader. Alors il y a le fond, mais ça on y fait toujours très attention, puis on essaie aussi de faire attention à la forme, c'est une demande importante. Alors déjà le besoin vital, les Français ont un besoin vital de partir, on l'a mesuré dans notre étude auprès des agents de voyage, celle que je présenterai à l'IFTM, on a 8 points de plus en besoin vital de partir des Français. Ça c'est... Qu'est-ce qu'il y a? David Guetta-Rafour. Ah bah... C'est là-haut, hein? C'est Oui. pas prévu ça. Ça va se régler, c'est bon. Bon, c'est pas fait exprès quand même. Bon alors donc, ça y est. Voilà, besoin vital de partir, donc ça c'est très important, c'est quelque chose qui est au fond de chaque Français. Mais quand on va le voir d'ailleurs, sur ces 11 années où on a fait le baromètre, en fait les gens ne partent pas plus. Donc tout ce e-tourisme qui est arrivé finalement, ce sont des parts de marché qui sont prises sur de l'achat direct, sur du C2C, sur d'autres médias, mais il n'y a pas d'augmentation du marché. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est un déport de communication, de distribution, d'information. Mais il n'y a pas de développement du marché touristique pour des raisons qu'on va voir qui sont financières.
derrière tout ça, il faut des revenus, le pouvoir d'achat a baissé, les charges contraintes ont augmenté des Français, et ça va pas s'amenuiser de ce côté-là, puisqu'on a encore des annonces supplémentaires pour 2014. Donc ça veut dire qu'il faut bien trouver de l'argent quelque part, on le prend, il y aura des économies de l'État, mais il y a aussi évidemment des ponctions faites à travers les impôts. Et donc voilà, ça amenuise la capacité de partir, mais ça fait aussi un comportement, j'entendais Christophe Marchais, qui doit être par là, de La Rochelle, qui disait que les gens maintenant négociaient le prix aussi quand ils se présentent à un hôtel, un restaurant, etc. Et ça aussi, c'est un nouveau comportement poussé par les comparateurs, mais en même temps parce que les gens ont un budget défini, ne peuvent pas le dépasser et essaient de partir avec ce besoin vital qui est vraiment ancré au fond d'eux-mêmes. Donc vous voyez ici, sur le taux de départ des Français, que voilà, la population française a augmenté en gros de 300 000 personnes par an depuis 11 ans. De toute façon, on est à peu près, on n'est pas comme en Allemagne dans une dénatalité, on est vraiment, en France, on se maintient au niveau de la natalité. Enfin, ça fait comme le pays a une petite population, on est à 300 000 Français de 15 ans et plus par an en plus, la population vieillit. Et on est à 31,2 millions de Français qui sont partis donc, pour l'année 2012 en court séjour marchand plus long séjour. Mais vous voyez qu'il y a eu un rebond en 2012, on a rattrapé un petit peu comme en 2010, mais au total, on est dans une tendance baissière sur les 11 dernières années. Et alors ça, c'est effectivement, je vous le remets parce que c'est extrêmement important pour vous, donc je vous redonne donc, les derniers chiffres de ce point de vue-là. Les catégories sociales supérieures, ces fameuses CSP+, partent à 86%. Vous voyez qu'un taux de départ moyen des Français qui est à 59%, eh bien, chez les CSP+, c'est 86% de taux de départ. Vous voyez bien qu'il y a vraiment une corrélation très forte avec les revenus. Mais ces 86% cette catégorie qui part ne représente que 18% du volume des Français partis. Donc tout le monde les veut, mais en même temps, c'est moins de 20% du volume des individus, de ceux qui sont partis. La grosse catégorie qui fait le volume des Français partis, d'où les problèmes de budget, de négociation, etc., c'est celle des employés ouvriers, professions intermédiaires, puisqu'ils représentent, vous voyez, 44% des Français partis en volume d'individus. Mais leur taux de départ, eux, en moyenne, est de 57. Ensuite, vous avez les commerçants artisans, bon, c'est une petite catégorie, mais 1 sur 2 qui part dans la catégorie. Et une catégorie extrêmement intéressante, et a priori, donc on arrive à trouver des solutions pour la retraite, au niveau des paiements, 56% des retraités qui partent. Donc c'est une catégorie intéressante parce qu'ils partent hors saison, ils négocient moins, ils n'ont pas l'habitude d'aller trop sur Internet pour comparer, et c'est des gens en plus qui ont un pouvoir d'achat, disons, garanti, même s'il n'est pas énorme, il est garanti. Donc ça, c'est vraiment une population extrêmement intéressante, et ils représentent 27% du total des partis. Et puis après, bon, évidemment, étudiants inactifs, là, pour des raisons financières, un faible taux de départ, le plus faible des catégories. Alors, ici, sur le long séjour, on voit que sur un taux de départ des Français de 59%, sur le long séjour, donc 4 nuits et plus, on est à 57% de taux de départ des 15 ans et plus, donc près de 30 millions, donc c'est la grande catégorie. Mais ce qu'il faut voir, c'est les deux petits chiffres en bas à droite, c'est que sur les 15 ans et plus, en fait, la part de séjours marchands, c'est-à-dire pas où on marche, mais enfin on marche aussi, mais où on paye l'hébergement, cette part de séjours marchands, elle est 35%. Donc ceux qui vraiment choisissent complètement la destination avec l'hébergement, avec du transport éventuellement, etc., c'est 35% des 15 ans et plus. C'est en gros 19 millions de personnes. C'est pas plus que ça. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui prennent du séjour non marchand ne consomment pas, bien entendu, parce qu'il y a activité de loisirs, il y a aussi du transport, etc. Mais voilà, ceux qui sont en séjour marchand, donc les près de 19 millions, eux vraiment ont l'entier choix possible de la destination. Et voilà ce que je voulais vous montrer également. On compare donc les personnes qui partent donc en long séjour marchand, que je viens de vous évoquer, les 35% des Français, et puis ceux qui sont partis uniquement pour la comparaison, en séjour non marchand. Et regardez les différences, on voit bien que là aussi, le problème des revenus, puisque les différences sont très importantes. Vous avez près de 770 € de différence de revenus moyens mensuels du foyer, en plus pour celui qui est parti en long séjour marchand par rapport à celui qui est parti uniquement en séjour non marchand. Donc on a également un niveau d'études plus élevé, mais qui est corrélé aux revenus.
On a un âge moyen qui est plus élevé parce que là encore, au fur et à mesure de l'âge, malgré tout, je ne sais pas malgré tout, mais en tout cas, on gagne quand même un petit peu plus normalement, et la taille moyenne de l'habitat, donc là, c'est à peu près équivalent. Mais en tout cas, on voit encore là le poids du revenu sur les différenciations entre long séjour marchand et uniquement non marchand. Alors les destinations, donc ça c'est une photo qui a été prise, que j'ai prise au Sable d'Olonne, dans une petite rue là. Très sympathique, donc les destinations. Comment ? La scénographie par Guy Rafour, ça calme la salle. Voilà. Là, c'est moi. Alors. Non, parce qu'on est en ADSL, alors même si le Wi-Fi est un peu lent, bon, là, il faut aller vite. Alors, le détail des départs en France métropolitaine. Alors ça, c'est également très important, puisque vous avez 65% des Français de 15 ans et plus qui ne partent qu'en France. 65%. Alors, parallèlement, on est aussi le premier pays visité. On rappelle, 83 millions, avec 16 millions qui ne font que passer parce qu'ils vont en Italie et en Espagne. Et puis aussi les 12 millions aussi, il y a 16 millions à Disney, mais il y a 12 millions aussi qui vont à Disney uniquement. Donc, mais enfin, en tout cas, on est les premiers. Et 65% donc, des Français, en tout cas, ne partent qu'en France. Voilà. Il y en a 24% qui ne partent qu'à l'étranger et 11% qui font les deux. Donc la part de marché de la France est de 76% et la part de l'étranger est de 35% sur les Français. Donc on a cette caractéristique unique au monde, c'est qu'on part énormément dans notre pays, on est le premier pays visité. Ce qui fait donc un présentiel à certains moments sur notre territoire dont vous êtes évidemment obligé de tenir compte, puisque en termes d'investissement et d'infrastructure, ça peut poser quelques problèmes dans certains flux concentrés. Mais en tout cas, voilà. Et ça explique aussi, par rapport au e-tourisme que l'on va voir, évidemment, il y ait beaucoup aussi d'hébergements qui soient réservés en ligne. C'est le numéro 1, parce que souvent, on part en voiture. Voilà, et on va rappeler justement les chiffres de ce point de vue-là. Mais en tout cas, la part de marché de la France a un petit peu baissé entre 2011 et 2012, un peu, et celle de l'étranger est restée identique, on est resté à 35% des Français partis. Voilà, ça c'est pris à Méribel, dans une descente. Alors c'est pas moi qui suis... J'ai pris la photo. Hein. Bon. Non mais pourquoi celle-là ? Parce que ça va très vite. Ça va très vite. Vous avez évoqué Booking, mais ça va très vite. Non, j'ai pris la photo et je m'étais fait une fracture, donc Bon, décidément... Alors... Les nouveaux comportements que ça... Le geek, il est senior, mais il a envie de faire du sport quand même, donc de temps en temps, il se casse quelque chose. Mais ça, c'est off. Devant 800 personnes. Alors, les nouveaux comportements... Raconte-nous tes vacances, Guy. Nouveaux comportements, alors... Toujours le numéro 1, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la comparaison. On en mesure 21 depuis 11 ans. Le numéro 1, c'est toujours la comparaison. Le français, enfin d'ailleurs les étrangers c'est pareil, ils sont devenus addicts de la comparaison. Pourquoi ? Parce qu'en quelques minutes, vous avez vu le nombre de comparateurs, il y en a un qui sort tous les 6 mois, avec quelques minutes de comparaison, ils voient tout de suite qui fait quoi, à quel prix, quand est-ce que le prix est moins cher par rapport à une heure, hein, puisque dans l'aviation c'est ça, par rapport à un lieu, etc. Et donc forcément, quand Christophe disait ils négocient, mais parce qu'ils ont les outils et les moyens pour pouvoir le faire, très rapidement, ils impriment, ils envoient aux autres, etc. Donc il y a vraiment, de ce point de vue-là, encore une fois, on ne part pas plus grâce au e-tourisme, mais on change la manière de consommer, et dans les nouveaux comportements, la comparaison numéro 1, et justement le deuxième, puisque là c'est sur les Français, ce n'est pas forcément ceux qui utilisent le e-tourisme, c'est de réserver de plus en plus sur Internet, on va le voir tout à l'heure. Le troisième, c'est d'acheter en direct, sans intermédiaire, et le chiffre, il n'est pas indiqué là, mais c'est 56% des Français qui ont acheté en direct. Et ça s'explique également, je vous le rappelle, par les 76% de part de marché pour la France, puisque c'est corrélé. Et le quatrième, c'est réduire les achats sur place. Je pense que tous les prestataires l'ont constaté pour cet été, avec là aussi les gens qui font attention et donc qui réduisent les achats. Alors le budget, donc ça s'est pris dans le jardin, parce que même à Rueil-Malmaison, il y a des hérissons. Ah oui, non, ça... Il y a encore de la nature dans la région parisienne. Alors oui, le budget, 67%
C'est énorme. Des Français prévoient un budget pour pouvoir partir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils ne partent pas, ils maintiennent un taux de départ, ils l'ont même augmenté en 2012, mais le budget. Et on vient justement dans l'étude que je vous présentais à l'IFTM, les Français ne veulent pas, enfin très difficilement, dépasser le budget qui est prévu parce qu'il y a les charges contraintes, pouvoir d'achat, etc., on l'a vu tout à l'heure. Voilà. On le voit ici, 62% des agents disent que c'est difficile de faire dépasser le budget aux gens, et 35% même, c'est pas du tout possible. Alors ça, c'est pris à Versailles, il y avait une expo de vieilles Citroën. Comme j'en avais eu une dans le passé, c'est une voiture LED au possible, mais très, très marrante. De l'émotion, raconter des histoires. Guy Rafour, aujourd'hui sur scène. Mais c'est une voiture très LED, mais elle est marrante. Alors, elle a même les petits, un petit Vénitien qui est derrière la vitre. Hein, donc, mais j'ai montré que l'avant parce qu'on peut pas, on n'a pas le temps. Bon. Alors justement, le rappel des chiffres sur les moyens de transport, ça c'est très important pour le tourisme et qui fait que c'est l'hébergement qui est numéro 1. Comme les Français partent surtout en France, c'est le véhicule personnel. Vous voyez, c'est les chiffres de la DG6. 81% des Français prennent leur véhicule personnel pour la destination France et près de 14% le train et très peu l'avion. Pour l'étranger, par contre, numéro 1, l'avion, près de 58%. Ensuite, la voiture pour les destinations limitrophes et ensuite le train. Mais donc, vous voyez des différences colossales et ce qui fait que les agents de voyage maintiennent quand même leur chiffre d'affaires grâce à la vente de l'aérien et des prestations pour l'étranger. Mais ça ne représente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que 35% des Français partis. Mais ils se maintiennent grâce d'abord à tout ce qui est affaires, les voyages d'affaires, et grâce donc à l'étranger. Voilà. Alors ça c'est pris à Villers-sur-Mer. Atterrissage, c'est pas moi qui suis sur le parapente, hein, loin s'en faut, mais en tout cas, voilà, c'est... Alors, parce que là, sinon, beaucoup de choses de cassées. Évolution du taux d'internautes sur les Français. Voilà, donc vous voyez, on est à 80% des Français qui sont internautes. Donc quand vous faites une étude qu'avec des internautes, vous pouvez redresser dans tout ce que vous voulez, ce n'est pas possible, vous perdez 20% de la population française de 15 ans et plus au jour d'aujourd'hui. Donc ça s'estompe. Alors vous voyez que la progression par rapport à tout ce qu'on peut voir dans le tourisme, elle est colossale. Elle est colossale parce que, regardez la progression en 2003, on était à 20 millions. En 2003, c'est pas loin, on est à 42,2 millions. Donc en 2012. D'où les bouleversements que l'on connaît avec ces nouvelles chaînes de valeur qui sont en train d'être créées, avec d'ailleurs la réflexion, pour rebondir également sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui est en train de mener actuellement Fleur Pellerin par exemple, sur l'hégémonie et les systèmes oligopolistiques qu'ont créés Google, Booking, Facebook, etc. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ils ont avancé très très vite. Une des clés de la réussite dans le domaine de l'e-tourisme, pour l'avoir vu naître, hein, c'est l'aspect senior, là, mais c'est la vitesse. La vitesse, c'est vraiment un mot-clé fondamental, et l'hégémonie. Parce que quand vous êtes leader, c'est très difficile de vous rattraper parce que vous êtes très rapide. Et vous êtes très bon également. Vous êtes très bon. Google est très bon, Booking est très bon. Donc c'est difficile de courir après, et avec des méthodes commerciales extrêmement contraignantes aussi, et vraiment, enfin, coercitives, on pourrait dire. Mais en tout cas, voilà, ils avancent. Et donc, après, c'est toute une autre réflexion, donc on ne va pas aborder là, j'ai pas le temps, mais en tout cas, qui est très intéressante. Alors, maintenant, le statut d'internaute sur les Français partis, cette fois-ci. Donc, on était à 80% des Français qui sont internautes, mais sur les partis, puisque ceux, je vous l'ai montré tout à l'heure, ceux qui partent ont des revenus plus élevés, sont plus jeunes, davantage biactifs, davantage urbains, etc., eh bien, là, on est à 87% des Français partis qui ont le statut d'internaute. 87%. C'est-à-dire qu'un acteur qui n'est pas sur Internet ou sur le mobile, etc., finalement, voilà, il ne sera pas vu quand même par 87% des Français partis. Et c'est vraiment à méditer parce que c'est un taux extrêmement important. Et la préparation en ligne, voilà la donnée, la dernière, donc c'est 60% des Français qui sont partis. Et malgré le fait, vous voyez qu'ils partent surtout en France. Et c'est un pays qu'on connaît, on maîtrise la langue, etc. On a beaucoup de non-marchands, puisque je vous ai dit que 30% des Français de 15 ans et plus étaient non-marchands. Mais en tout cas, 60% préparent en ligne. Là aussi, extrême nécessité d'être en ligne quand on est acteur touristique, quel qu'il soit, institutionnel, associatif, privé,
parce que voilà, 60%, et c'est là aussi où les grands acteurs l'ont compris, ils sont allés vite, parce que ça devient totalement incontournable. On était à 9,7 millions, vous voyez, en 2004, 6,7 en 2003. 6,7 à 18,6 en quelques années de la préparation, et ça change le comportement, parce que, évidemment, bon, on l'a vu tout à l'heure, la comparaison, mais il y a le fait, on a une idée, et instantanément, on a la possibilité d'avoir, même si on part dans 3 mois, mais on a immédiatement une réponse aux stimuli que l'on a, soit seul, soit avec une discussion avec des amis, des collègues, la famille, etc. Donc c'est l'immédiateté de la réponse qui va changer aussi la relation avec un mot que personne ne pouvait croire il y a 20 ans quand ça a démarré, mais la proximité. C'est assez exceptionnel de voir que le e-tourisme crée une proximité. Vous êtes directement avec le gîte, la chambre d'hôte, le restaurant, etc. On voit les gens, enfin je conseille en tout cas aussi de se mettre en avant humainement, parce qu'au fond, la personne recherche aussi de l'authenticité. Et ça, c'est complètement incroyable, et ça continue à l'être, avec évidemment ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, etc. Donc vraiment, c'est cette proximité, immédiateté, le multimédia, bien entendu, photos, vidéos, diaporamas et compagnie. Ça aussi, très important, tout ce qui est numérisé, et évidemment le mobile qui concourt à tout ça. Alors la réservation en ligne, donc on est à 60% de Français partis qui ont donc préparé, et sur la réservation, on est à 44%. C'est énorme, encore une fois, compte tenu de ce que je vous disais sur le non-marchand. Donc, une réservation très forte, 44%. On est, vous voyez, à près de 14 millions de Français qui ont entièrement réservé en ligne. C'est bien, c'est pas téléphoner, se déplacer, courrier ou fax. C'est vraiment carte bleue, PayPal, ou vous avez vu le nouveau système qui est en train d'apparaître, avec Banque Postale, BNP, etc., de Paylib. Voilà, c'est pas le Vélib, Laurent, mais Paylib. Donc pour payer facilement, sans donner de code, avec etc. Mais en tout cas, voilà, c'est en train de se généraliser. De ce point de vue-là, 44%, c'est vraiment beaucoup. Ce qui fait que quand on fait le rapport entre préparant et réservant, on est à 73% de taux de conversion, c'est-à-dire de gens qui transforment ce qu'on appelait avant du butinage, mais maintenant on va vraiment amener donc le butin à la ruche et faire donc du miel. Et ça, c'est quand même très important. C'est une belle métaphore, temps réel. J'aurais dû mettre une petite abeille, là, si j'avais pu. Alors, du coup, ça, c'est donc la première fois qu'on diffuse ces données, donc scoop pour vous. Donc, pour l'année 2012, c'est 12 milliards d'euros qui ont été entièrement donc réservés en ligne. 12 milliards, c'est énorme. C'est le premier poste du e-commerce en France et d'ailleurs, de toute façon, en Europe et partout. Donc, c'est vraiment... Le tourisme est fait pour l'Internet, puisque voilà, dématérialisation avant de partir, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, service, immédiateté, disponibilité en temps réel, réservation, toute la chaîne donc entre communication, expression et réservation possible, etc. Donc 12 milliards, et on a calculé que c'est 16 milliards de générés en fin de compte, parce que, encore une fois, vous avez vu 60% prépare, mais 44% réserve. Et en fait, ce que cela génère en réservation au total, c'est 16 milliards pour l'année 2012. C'est vraiment quelque chose de très important. Et évidemment, ça va continuer. Alors, les avis en ligne, c'est pris au Château de la Malmaison pendant les Journées du patrimoine, tout près de la maison. Je trouvais ça très, très beau. Très beau. Il y a un beau message. Les avis en ligne sont plutôt positifs en général, c'est pour ça que j'ai mis ça. Alors, tu étais allé en famille ou avec une amie Alors là, il y a prescription, c'est off, parce que je ne sais pas si c'est appris, mais... Bon. Alors, lecture et influence des avis. Alors là aussi, beaucoup de choses circulent, etc. On le mesure depuis 11 ans, donc on a vu vraiment la progression. La progression est très importante. On est à 80% de gens qui lisent les avis, 80%. Mais malgré d'autres chiffres qui circulent, mais donc c'est vraiment là indispensable. C'est clair, un acteur doit pouvoir proposer des avis. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de s'adresser à une plateforme et tout, mais il faut qu'il donne, mais surtout évidemment, la possibilité à ses clients de déposer des avis pour que ce soit ce qu'on appelle un avis certifié. Parce que sinon, n'importe qui peut poser un avis, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc la certification des avis, et vous avez vu, le 4 juillet est sortie la norme AFNOR, qui volontaire, mais en tout cas qui va dans le sens des bonnes pratiques. C'est très important que vous disiez, par exemple, aux gens qui vont partir,
Que vous soyez satisfait ou non, entre guillemets, mais voilà, en tout cas, déposez un avis, parce que voilà, ça concourt à être lu et à créer du référencement naturel sur votre destination, et ça c'est important. Mais vous voyez qu'il n'y en a que 4% des Français qui disent non, c'est pas intéressant, 6% j'ai pas confiance, donc c'est pas du tout ce que l'on entend, et non pour d'autres raisons. Donc on est quand même à 80% de lecture. Et parmi ces 80% qui lisent, il y en a 67% qui sont influencés par ces avis. Et évidemment, autre recommandation, il faut que les avis, il faut qu'il y en ait suffisamment, qu'ils ne soient pas obsolètes, parce que, entre-temps, le prestataire, s'il est intelligent, ce qui est la plupart du temps le cas, il va changer les problèmes qu'il y a pu avoir. Parce qu'il y en a toujours, on ne peut pas être parfait, et donc forcément on améliore ce qui a été soulevé par tel ou tel avis, parce que c'est une somme de subjectivité, chacun dépose sa petite pierre, et donc voilà, dedans il y a du vrai, du faux, il y a des gens qui étaient pas très bien lunés ce jour-là, mais alors qu'ils étaient en voyage de noces, mais en tout cas... oui, mais bon, alors, donc voilà, 67% sont influencés. Tu veux nous parler de ton voyage de noces, Guy, c'est ça? Non, moi c'était bien passé. Non, mais lune, noces, etc. Bon, on passe, Ludovic, j'ai pas le temps. C'est pour ça, moi je suis pris, j'ai mon compteur qui défile. En tout cas, voilà, très important, faites-le bien. Certification, non-obsolescence, dépôt en nombre suffisant, et justifiez, répondez, toute faute avouée, demi-pardonnée. Et donc il est très important de répondre à chaque avis, parce qu'ils sont lus. Voilà. Et qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, il faut le faire. Alors ça, c'est pris au parc de Bagatelle, près du bureau. Vous voyez que là aussi, Bois de Boulogne, c'est quand même assez sévère aussi. Alors, il n'y a pas que ça dans le Bois de Boulogne. Là, j'ai pris le bon côté des choses. Donc la mobilité. Tu veux nous en parler aussi de l'autre côté ou pas? Non. Mais disons qu'il y a tous les goûts sont dans la nature, si on peut dire ça. Il y a des avis clients au Bois de Boulogne? Non, mais alors là, moi, j'aurais plus le temps. Bon, enfin, la mobilité, bon... C'est un petit rapport, d'ailleurs. Bon... Ça nous regarde pas, petit ou grand, Guy? Non, en plus, avec vos cravates, là, c'est incroyable. Ils sont quand même... Bon, alors... Alors, le mobile, effectivement, très important. Alors, ce n'est pas aussi important, si on doit faire un palmarès, disons, de l'importance de tout ce qui est interactif, le site Internet, bien entendu, fondamental. C'est fondamental, ça reste toujours fondamental. La mobilité, ça le devient. Au moins que votre site soit consultable sur le mobile, c'est très très important, en accompagnement sur place surtout, et puis les réseaux sociaux en troisième position. Les trois se complètent, ils ne sont pas dans les mêmes registres. L'Internet, c'est vraiment toute la base de données, tout ce que l'on peut dire, extrêmement complet. La mobilité, c'est ponctuel, ce sont des applis ou le site, encore une fois, sur des choses qu'on veut mettre en avant, parce qu'on ne peut pas tout lire sur un smartphone, quelle que soit sa taille ou sur une tablette, parce que la tablette, on ne la trimballe pas partout. Et puis il n'y a pas le même taux de pénétration, évidemment. Je ne parle pas de ce que je disais tout à l'heure, excusez-moi. Mais du coup, voilà. Mais en tout cas, les tablettes... et les réseaux sociaux qui sont un accompagnement à la marque. Alors, donc, sur les Français partis, donc je vous rappelle le chiffre, plus de 31 millions. Les Français équipés d'un smartphone, 16,6 millions. Voilà. Donc on est un peu plus de 50% qui sont équipés d'un smartphone, donc voilà, proche de 60 même, donc qui sont équipés d'un smartphone. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est l'équipement. Donc très important parce que potentiellement, comme tout à l'heure, les 87% que vous avez certainement retenus, qui donc ont le statut d'internaute quand ils partent. Donc voilà, près de 17 millions. Ceux qui ont préparé donc sur le mobile, c'est 5,5 millions. Vous voyez qu'on est en gros un tiers, donc on n'est pas dans les mêmes taux qu'on a sur l'Internet, sur PC, voilà. Et ceux qui ont trouvé ça pratique, par contre, c'est plus de 80%. C'est ça surtout. C'est le devenir de tout ça, parce que quand on trouve ça pratique, on en parle à d'autres, etc., le buzz, marketing viral, etc. Et voilà. Alors au total, donc vous voyez, on est loin du chiffre de l'Internet sur PC, on est à 18% sur la base des Français partis, alors qu'on était à 60%, on est à 60% sur l'Internet. Mais en tout cas, voilà, une progression phénoménale. Ça s'est fait en 3 ans.
Voilà. Et puis avec les généralisations des forfaits, des nouveaux téléphones, etc. Donc je vous ai mis le palmarès des 7 premières utilisations demandées par les Français sur les mobiles. La réservation de transport, la réservation d'hébergement, donc transport, on est en un droit, qu'est-ce qu'il peut y avoir, etc. L'hébergement, on veut rester une nuit et tout, et d'où d'ailleurs la puissance, encore une fois, des plateformes. Les guides touristiques, qu'est-ce qu'il y a à voir ici, etc. La réservation d'activités de loisirs, est-ce que c'est ouvert selon la météo, on a des gamins, etc. La location de voitures ou le covoiturage, qui marche très très bien et très fort sur la mobilité. Par exemple, le covoiturage, enfin Blablacar, ils sont à plus de 3 millions d'inscrits sur leur site et c'est payant. Donc vous voyez que les modèles C2C fonctionnent très fort aussi. Et l'échange avec les professionnels et d'autres touristes, c'est à la fin. Donc on est vraiment dans du pratique à un moment donné par rapport à ce qu'on est en train de vivre en temps réel et notamment par rapport à la météo qui est évidemment l'application la plus chargée. La préparation sur les réseaux sociaux, donc ça c'est en Crète, les ruches. Ah bah oui, les abeilles, finalement, elles sont quelque part. Voilà. Il y avait une émission sur France Inter l'autre jour, exceptionnelle, mais je passe. Il y a à 11h le matin qui explique ce que l'on peut retirer de la nature en termes d'idées et sur les ruches. C'est assez extraordinaire, qui montre, et c'est un sujet d'actualité, que la variété et la mixité créent beaucoup plus de richesse et d'intelligence que le fait qu'il n'y en ait pas. Et on l'a vu avec notre équipe de basket championne d'Europe. Petit message subliminal à titre politique. La consultation des réseaux sociaux pour la préparation d'un séjour. Donc voilà, c'est au jour d'aujourd'hui, mais 80% n'ont pas consulté, je dis bien pour la préparation d'un séjour. Comme on voit bien dans l'étude que les réseaux sociaux, ça reste toujours et en priorité, parce qu'on n'est pas en train de mettre des martiens dedans, la famille, les amis, les collègues de travail. Ça reste toujours les cercles que l'on connaît, que l'on pratique, que l'on voit. Donc forcément, pour préparer un séjour, on les voit aussi. Donc, mais 80% pour le moment ne consultent pas encore pour la préparation d'un séjour. Ça n'a pas de rapport avec les 27 millions qui sont sur Facebook. Donc, mais 20% donc pour la préparation des séjours l'ont regardé. C'est un chiffre quand même important. Et 35% de ceux-là disent, mais il faudrait, alors 65% non, mais 35% disent, on aimerait bien que les prestataires et les destinations soient davantage sur ces réseaux sociaux. Alors, et qu'est-ce qu'ils veulent surtout? Et ça, c'est vraiment à méditer, parce que, encore une fois, pour la préparation des séjours, ils mettent en dernier, je commence par le dernier, c'est intéressant, les jeux concours, en dernier. Alors, beaucoup développent cela. Mais pour la préparation de séjours, ce n'est pas ce qui compte. Ce qu'ils veulent, c'est un autre point de vue sur la destination. Ils veulent que leur raconte des histoires, vraies, bien entendu. Il y en a qui s'étaient essayés au début des destinations en inventant des avatars, etc., avec des acteurs. Ils ont vite laissé tomber, parce que tout se sait, c'est comme les faux avis. Pourquoi les faux avis, il n'y en a pas beaucoup? Parce qu'il y a une masse d'informations sur Internet qui circulent constamment avec beaucoup de vitesse et d'itérativité. Et donc, de toute façon, à un moment donné, ce qui est faux se sait, se voit et crée un buzz négatif extrêmement dommageable, celui qui l'a créé. Ça, c'est quand même une règle de l'Internet. Donc, en tout cas, pour revenir à cela, ça veut dire qu'il faut être vrai. Et du coup, que recherchent les gens, surtout sur les réseaux sociaux pour la préparation des séjours? Ce sont des photos, des diaporamas, des vidéos, des idées de destination, des coups de cœur. En fait, que ce soit une information qui soit décalée, mais qui entoure la destination par les marques, par tout ce qui a été mis en avant, par le festival, par les gens qui racontent quelque chose, par toute cette vie qu'il y a. Et surtout dans le tourisme, parce qu'encore une fois, comme je vous le disais en introduction, on est passé d'un tourisme plutôt utilitaire à un tourisme d'agrément. On part, et c'est pour ça que les gens ont un besoin vital qui est accroché, qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, parce qu'ils ont envie de se détendre, et plus la crise est forte, plus ils ont envie de se détendre, plus ils ont envie de partir, même avec budget contraint. Donc c'est vraiment donner envie, et par un autre type d'écriture que celui pratico-pratique que l'on a sur le site ou en accompagnement sur la mobilité. Et la troisième position, vous voyez, actualité festive, culturelle. La quatrième sur la demande, information pratique sur les destinations, météo, mais c'est qu'en quatrième position, les trois premières, retenez-les bien, puis des offres spéciales, etc. Mais là, ça passe après. Voilà. Donc j'ai même fait plus court, Ludovic, que ce qui était prévu, pour garder peut-être quelques minutes pour les questions. Rendez-vous à Brive. Et puis merci de votre attention. Merci beaucoup, Guy.
Alors, très nombreuses réactions. J'imagine qu'au SAV, là, il y a eu du boulot pendant cette intervention. Guy. Non, on n'a plus de travail puisque de toute façon, Geek fait le show tout seul. Donc, nous, en fait, on a failli sortir un moment avec Pierre parce que d'habitude, c'est Pierre qui fait rire. Maintenant, il n'y a plus besoin. Désolé, merci Guy, c'est sympa. Alors, 30 tweets par minute en moyenne pendant cette intervention. Plus de 500, actuellement, il y a 527 personnes, 534 personnes qui regardent sur Ustream en direct cette intervention. On les salue à tous, ceux qui sont de loin, même de Belgique, qui nous regardent directement sur Ustream. Donc évidemment, beaucoup de réactions. Alors, les principaux retweets, c'est évidemment sur le nombre d'internautes qui préparent en ligne, sur le fait que le nombre d'internautes a doublé en 10 ans quand même. C'est vrai que quand on regarde la diapo, de 2003 à 2012, on passe de 40% à 80%, ça a été beaucoup retweeté. Sur les avis, 80% là aussi, chiffre important, même si ça n'influence pas forcément. Sur les smartphones, aujourd'hui en France c'est sur 2 parties qui est un smartphone, c'est vrai que ça commence à compter. Et puis évidemment les histoires, le contenu, raconter une destination, c'est quelque chose qui est tout à fait dans la thématique de nos ET9. Et sur les internautes, en fait, effectivement, pourquoi un doublement? Alors, c'est lié à l'âge. Hein. Vous avez vraiment une corrélation très forte entre l'âge et le statut d'internaute. Par exemple, sur les 65 ans et plus, on est à 35% d'internautes, mais sur les moins de 34 ans, on est à près de 98%. Donc, c'est un phénomène qui est complètement corrélé, et donc il ne fera que s'accroître, et tout se passe maintenant sur Internet. Mais il y a encore 20% qui ne le sont pas, mais c'est dû à un phénomène générationnel. Donc, ça se fera avec le renouvellement de la génération, si on peut dire ça gentiment. Un message aussi là? Beaucoup de questions, oui, pour savoir sur quel stand régional tu t'es attardé hier soir et où tu as été fourni pour avoir ce dynamisme et ce peps ce matin. Non. Non, mais sincèrement, je suis content d'être là, voilà. Donc ça se voit et on t'en remercie. Je suis content parce que vous faites ça très bien et puis il y a une bonne audience, des gens qui écoutent, qui tweetent. Voilà, c'est la passion, hein. Ça fait 24 ans que j'ai créé le cabinet, et donc j'ai toujours plaisir à faire passer les messages, les idées, la rigueur. Alors c'est pour ça que je fais quelques blagues pendant les photos, parce que hier soir il y a quelqu'un qui m'a dit les chiffres, bah oui, mais voilà, ça permet d'avoir des idées claires derrière, et non, c'est la passion, mais je suis content d'être là et d'être avec vous aussi. Donc, moi je cite juste 2-3 tweets, hein. J'ai rien à dire, j'ai juste à lire. Quand même, il y a des choses assez sympas. Dans 2 ans, à ce rythme, Guy Rafour sera sur scène avec des jongleurs et des danseuses. Guy Rafour, le poids des taux, le choc des photos. Je ne me suis jamais autant marré que cette année devant le baromètre. Et j'en avais une dernière qui était un petit peu un résumé. Si je la retrouve, Guy, attention le teasing, mais celle-là, elle a beaucoup de sens. Ça montre un petit peu ta rock'n'roll attitude. C'est l'analyse du taux de pénétration de la clientèle brésilienne dans le bois de Boulogne restera dans les annales. Je vous laisse. Là, c'est très ennuyeux. Là, c'est très ennuyeux. Alors Ludovic, je peux le dire, hein, mais j'ai quand même eu, et ça a été demandé par l'Association des maires des stations touristiques, donc j'ai eu la médaille du tourisme. Oui. Voilà, donc ça fait quand même plaisir, parce que ça a été demandé. Voilà, mais en tout cas, bonne continuation. Alors si vous pouvez, prenez le CD-ROM, hein, c'est les 30 secondes, mais c'est vrai que ça nous permet de financer tous ces travaux, puisque c'est non récurrent tout ce qu'on fait, mais on le fait vraiment avec passion et rigueur. Et puis, bonne continuation aux journées. Hein. Et merci pour cet aller-retour et bon courage pour Top Reza. Donc. Merci Guy. Au revoir. Merci Guy.